aux personnes itinérantes de Montréal, Madame Annie Savage. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est pas une période facile présentement. Disons qu'on entend des scénarios assez catastrophes jour après jour. Donc, ouais. Ouais. Alors, c'est ce grand événement qui s'en vient à Montréal qui permet donc encore de parler des personnes itinérantes. C'est une occasion de parler des personnes itinérantes ici à Montréal, surtout au Palais des Congrès où va se tenir cet événement. Les commerçants trouvent ça gênant un peu, la présence de ces gens-là, ça dérange, etc. Moi, Madame Savage, je me souviens avoir déjà lu dans certains pays où, à l'occasion de la venue de grands événements, on déplaçait ces itinérants-là Mhm. très loin de la grande ville pour éviter que les étrangers aient à voir ce que nos yeux ne sauraient voir. Ben absolument. Puis même à Montréal, hein, on l'a vu à l'Expo 67, aux Olympiques, ce phénomène de nettoyage social pour shiner à l'échelle internationale. Montréal l'a vécu plus d'une fois. Et oui, c'est beau, l'Expo 67, c'est un petit peu loin. Aujourd'hui, on a de plus en plus de groupes qui travaillent avec les personnes itinérantes, des efforts qui ont été faits, et on ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne se sont pas mis à l'ouvrage, n'est-ce pas, Ouais. chaque hiver. Mais on dirait que ce travail-là devrait être un travail de tous les jours. C'est pas au moment où il arrive un événement qu'on doit voir la présence de ces personnes itinérantes-là qui dérangent. On devrait travailler tous ensemble à résoudre le problème, hein. On est absolument d'accord. Puis nous, bon, cet événement, bon, on parle là, médiatiquement du phénomène pas dans ma cour finalement, mais c'est à longueur d'année, hein. Puis pour les personnes en situation d'itinérance, c'est une réalité de tous les jours. Puis je vous dirais pour les organismes qui travaillent en itinérance, c'est encore plus difficile depuis les derniers mois, voire les dernières années, euh, de, euh, d'avoir le soutien euh, de la ville. Il faut faire attention parce qu'il y a la ville-centre qui envoie parfois des messages. Mais il y a aussi les arrondissements, hein, et les élus d'arrondissement avec toutes les dynamiques qui se passent au niveau local. Puis on voit le phénomène du pas dans ma cour très répandu. Ça se vit dans l'Est, dans Hochelaga Maisonneuve, dans Mercier-Est. Il y a des refuges hein, qui ont vu le jour durant la COVID, qui ont été là, financés là, jusqu'au 1er avril 2023. Il y a des enjeux locaux pour ces ressources-là hein, qui ont été développés souvent dans des lieux pas adaptés ou dans des projets qui ont été développés dans l'urgence. Donc, il n'y a pas eu de préparation hein, ni des commerçants, ni des citoyens domiciliés du secteur. Puis là, ce que je vous parle, ça se passe dans l'Est actuellement. On a vu. Donc, ce que ça fait finalement, c'est que il y a une ressource qui prend naissance et il y a des réactions autant des citoyens domiciliés, des commerçants du coin. C'est sûr que on voit une transformation des milieux de vie et c'est souvent dans un but de revitaliser hein, nos quartiers, nos parcs, rendre ces endroits-là accessibles, sympathiques, attrayants, mais c'est souvent à partir des besoins des citoyens domiciliés, des personnes domiciliées. C'est rarement, très, très rarement développé en prenant aussi en compte les réalités et les besoins des personnes qui habitent l'espace public. Euh, on l'a vu dans Milton Park, ça a été très, très médiatisé cet été, cette situation dans Milton Park qui amène des gens à consommer dans l'espace public, une montée de la violence, des déchets dans l'espace public, beaucoup
beaucoup de situations qui impactent un peu le sentiment, ben, pas juste un peu, parfois énormément, puis on peut comprendre, qui impactent le sentiment de sécurité des gens. Donc, tout le monde voudrait voir des solutions se mettre en place pour soutenir les personnes vulnérables, vulnérabilisées, j'ai envie de dire, hein? Pour soutenir les personnes en situation d'itinérance, en situation de marginalité urbaine, mais personne veut que ces ressources soient sur leur territoire. Donc, faites quelque chose, mais pas chez nous, s'il vous plaît. Mais faites quelque chose. C'est ça qu'on entend, on l'entend. Mon Dieu, on l'entend partout. Dans l'ouest de l'île, un de nos membres qui s'appelle Ricochet, qui a ouvert un refuge, le vit très fortement, a mis des mois à trouver leurs locaux, hein, pour s'installer. On le vit, on entend que cette situation-là se vit dans le centre-ville, alors que c'est historiquement un lieu qui a eu toujours une forte concentration de personnes en situation de marginalité urbaine. Mais on dirait qu'il y a des discours qui prennent place dans l'espace public et c'est comme si les personnes viennent de prendre conscience que il y a des enjeux effectivement de reliés, hein, au partage de l'espace public. Puis souvent, c'est au détriment des besoins des personnes les plus vulnérabilisées, là. Et on ne peut pas nier que effectivement il y a un problème d'image entre guillemets lorsque les étrangers arrivent et qu'on voit qu'il y a tellement de misère humaine, n'est-ce pas? C'est toujours difficile. Mais si on ne veut pas voir cette misère humaine, est-ce que c'est de la cacher la misère humaine ou c'est de l'enlever, de travailler à enlever? Et ensemble, on est capable, Madame Mhm. Savage, à faire disparaître cette misère humaine-là. Il y a de cette misère humaine qui n'est pas toujours reliée à l'argent, à la construction, mais il y a une misère humaine surtout de maladie mentale, reliée à la maladie mentale. Et ça, c'est des Ben, problèmes hein, qui sont ben, posés pour la société d'ici. j'ai envie de dire d'abord, cette misère humaine, c'est les conséquences, hein, d'un filet social qui s'effrite, c'est les conséquences d'un système économique qui tient, tu sais, qui creuse les écarts entre les riches et les pauvres. C'est concrètement à Montréal la conséquence d'un manque d'investissement sur plusieurs années en soins de santé, par exemple. C'est un manque d'investissement sur plusieurs années en matière de construction de logements sociaux et communautaires. Il y a un laisser-aller généralisé à tous les niveaux. Je pourrais parler du revenu des personnes assistées sociales et certaines personnes en situation d'itinérance qui n'ont même pas accès au chèque d'aide sociale. Il y a tellement de causes profondes reliées à cette misère humaine. En effet, il y a comme une tendance de vouloir pas la voir, cette misère humaine, hein. On peut parler, par exemple, de la politique de la Ville de Montréal qui démantèle systématiquement toute forme de campement, par exemple, alors qu'elle est très consciente qu'il manque d'alternatives au campement actuellement et depuis plusieurs années. Euh, on peut parler aussi du virage dans la lutte à l'itinérance qu'il y a eu depuis une dizaine d'années. Et à Montréal, ce virage-là se vit très fortement dans cette vision de mettre fin à l'itinérance. C'est un projet qui peut sembler tout à fait noble, compréhensible et on voudrait tous voir le moins possible les gens souffrir autour de nous et les personnes en situation d'itinérance, on voudrait tous qu'ils aient accès à autre chose que la réalité de la rue. Par contre, ce discours-là met en relief deux catégories, si on veut, de personnes en situation d'itinérance. Il y a ceux qu'on juge
les bons itinérants qui veulent s'en sortir, qui arrêtent de consommer, euh, qui veulent se prendre en main, par exemple, qui voudraient s'ouvrir un compte de banque pour mieux gérer leurs revenus, qui voudraient intégrer un logement. Et il y a l'autre catégorie qu'on ne veut pas chez nous, c'est ces personnes qu'on démantèle d'ailleurs. Et c'est cette catégorie de personnes qui consomment, c'est cette catégorie de personnes qui ne vont pas vers les ressources traditionnelles pour plein de raisons très légitimes, hein. Parce que je pourrais vous en nommer quelques-unes d'ailleurs. Beaucoup de ressources traditionnelles viennent avec un encadrement, toute une forme de réglementation qui peut être en soi euh, très dur pour une personne qui a des traumas, par exemple, qui a un vécu en institution, en centre jeunesse, qui a un parcours en prison, par exemple. Donc, c'est des lieux souvent qui rappellent ces milieux institutionnels et qui peuvent révéler beaucoup de traumas. C'est des exemples de raisons pour lesquelles certaines personnes n'iront pas vers les ressources. Euh, Puis, pour revenir avec cette vision pour mettre fin à l'itinérance, elle vient aussi avec cette idée que tout part d'avoir un logement, hein. Une fois que tu as un logement, on peut travailler sur d'autres facteurs et faciliter là, la sortie de l'itinérance à long terme. Le problème, c'est qu'on n'est pas équipé pour non seulement offrir un logement aux personnes qui en veulent un. Présentement, il y a 1623 places dites d'urgence à Montréal. Et d'ailleurs, la ville et le réseau de la santé saluent ce chiffre de 1623 places d'urgence comme un chiffre historique et une très bonne nouvelle parce qu'on parle même que ce sont des places pérennisées à long terme, etc. La réalité est beaucoup moins positive. La réalité, c'est que ces 1623 places-là, d'abord, il y a une centaine de matelas à même le sol dans des lieux complètement inadéquats, parfois où se côtoient les rats, les coquerelles, dans des sous-sols de l'église qui coûtent très cher d'ailleurs, qui sont loués, parfois sans eau chaude. Les groupes sont forcés à déménager, à chercher des locaux, etc. Fait qu'on est loin d'une offre de services permanents et développer de manière à répondre aux besoins des personnes. Puis, je termine avec ça. Le problème aussi, c'est que c'est une majorité des 1623 places dites d'urgence sont occupées par des personnes, justement, qu'on cherche à accompagner vers un logement avec les financements PSL, les subventions au loyer. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas de loyer disponible à Montréal. Et il y a tellement de critères associés à ces subventions-là que les gens restent de plus en plus longtemps dans les ressources d'urgence. Et c'est un peu à l'image qu'on a présentement dans les salles d'urgence. Avec les personnes âgées hein, qui ne trouvent pas de CHSLD ou à qui on n'est pas capable d'offrir autre chose, ben, c'est un peu comme ça présentement que ça se passe sur le terrain en matière d'hébergement d'urgence. Les gens restent pris à cette étape parce qu'on ne leur trouve pas de logement et donc, soir après soir, il n'y a pas plus de lieux pour eux. Annie Savage du réseau d'aide aux personnes itinérantes de Montréal. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous, Madame Savage. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.